Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire qui brise le silence, révèle des vérités cachées et invite à la réflexion. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez en ce moment. Votre ville, votre pays. Le manoir se dressait isolé sur un flanc de colline aux abords de Saint-Aubin-sur-Loire, village français où le silence semblait aussi indissociable du paysage que les champs de blé. Construit à la fin du XIXe siècle, le domaine était trop vaste pour les standards locaux et trop ancien pour susciter la fierté. Ses murs de pierre claire étaient tachés par l'humidité, et les hautes fenêtres demeuraient presque toujours closes, tels des yeux refusant de contempler le monde qui les entourait. Claire Moreau revint en ces lieux après 20 ans sans avoir franchi le portail de fer rouillé. Le grincement métallique résonna lorsqu'elle le poussa, brisant un silence qui semblait précieusement préservé. L'odeur de terre humide se mêla à celle du vieux bois, faisant ressurgir des souvenirs qu'elle n'avait jamais réussi à rassembler. Le manoir était resté exactement tel qu'elle s'en souvenait, vaste, imposant et étrangement oppressant. Claire n'était pas revenue par nostalgie. Elle revenait parce que le dernier membre de la famille Moreau était décédé. Les funérailles furent brèves, presque cérémonieuses. Peu de villageois étaient présents et aucun ne semblait sincèrement vouloir présenter ses condoléances. Les regards se détournèrent lorsqu'elle se présenta par son nom de famille, comme si ce nom portait en lui quelque chose que personne n'osait aborder. Claire le comprit avant même de remettre les pieds sur la propriété. Les Moreau n'étaient pas seulement une famille réservée, ils étaient évités. À l'intérieur, l'air était froid malgré l'été. Les meubles étaient recouverts de draps blancs et le plancher de bois grinçait à chaque pas, trahissant sa présence comme celle d'un intrus. L'horloge à pendule du salon restait arrêtée, affichant toujours la même heure, 2h17. Claire n'a pas essayé de le réparer. Elle gravit lentement l'escalier central, caressant la rampe usée du bout des doigts. Cette sensation lui était bien trop familière. Chaque marche semblait chargée d'un souvenir inavoué, d'une tension silencieuse. En ce lieu, personne n'élevait jamais la voix. Les conversations étaient brèves, les regards fuyants, et certaines portes restaient tout simplement closes. Parmi elles, la porte du sous-sol. Dès son plus jeune âge, Claire avait appris la règle la plus importante de la maison. Ne jamais descendre l'escalier de pierre qui menait à la cave. Point de longues explications, seulement des ordres fermes. La cave était fermée à clé, et la clé était toujours gardée par son père, Étienne Moreau, un homme connu au village pour sa rigidité et sa froideur. Il souriait rarement, et ne tolérait aucune question sur le passé de la famille. Étienne était mort, et la clé était accrochée à un clou rouillé près de la vieille cheminée. Claire fixa l'objet pendant quelques secondes, une gêne grandissante lui nouant l'estomac. Ce n'était pas de la curiosité enfantine, c'était l'impression troublante qu'on avait délibérément effacé quelque chose de sa mémoire. Elle détourna le regard et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva de la vieille vaisselle encore disposée, comme si quelqu'un attendait un dîner qui n'aurait jamais lieu. Au fond de la maison, un couloir étroit menait à un vieux bureau. Là, des cartons empilés contenaient des documents, des lettres et des archives de la famille Moreau, accumulées au fil des générations. Claire commença à les feuilleter sans enthousiasme, jusqu'à ce qu'elle réalise que certaines années étaient tout simplement absentes des archives. Il y avait des lacunes, des périodes entières, sans photos, sans lettres, sans aucune mention d'événements importants. Une famille qui n'a laissé aucune trace pendant des décennies n'était pas seulement secrète. Elle cachait quelque chose. Dehors, le vent soufflait violemment, faisant claquer une fenêtre. Claire sursauta, le bruit résonnant dans la maison vide. Elle s'approcha de la fenêtre et aperçut, au loin, la silhouette du village. Aucune lumière ne semblait éclairer le manoir. L'évidence était là. Ce lieu n'avait pas été oublié par hasard. De retour dans le hall principal, son regard fut de nouveau attiré par la clé du sous-sol. Le métal était froid au toucher, bien trop lourd pour un objet si petit. La serrure grinça en tournant, comme pour protester contre son choix. Lorsque la porte s'ouvrit, une odeur âcre s'en échappa.
un mélange de moisissure, de rouille et d'une autre odeur indéfinissable, profondément désagréable. Claire n'est pas descendue. Pas encore. Elle referma la porte et recula, le cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis son arrivée, elle était certaine d'une chose. Le silence de cette maison n'était pas vide de sens. Il était empreint de vigilance. Le manoir abritait non seulement des souvenirs, mais aussi un pacte familial, respecté depuis des générations, et le rompre aurait des conséquences. La famille Moreau avait juré de ne jamais révéler ce qui était caché là-dessous. Et maintenant, Claire était la seule à pouvoir encore choisir entre obéir ou découvrir la vérité. Le lendemain matin, Claire s'éveilla au son lointain des cloches de l'église Saint-Aubin-sur-Loire. Le carillon, lent et profond, semblait marquer non seulement les heures, mais aussi la permanence d'un héritage ancien qui refusait de disparaître. Par la fenêtre de sa chambre, elle observa la brume encore basse qui recouvrait les champs, enveloppant le manoir d'une épaisse couche qui isolait davantage la propriété du reste du village. En sortant faire ses courses, Claire s'aperçut rapidement que sa présence n'était pas passée inaperçue. Dans la petite épicerie du quartier, les conversations s'interrompirent dès son entrée. Le nom de famille Moreau semblait agir comme un signal silencieux. Certains habitants la reconnaissaient, d'autres devinaient seulement qui elle était, et tous réagissaient de la même manière, avec une distance polie. Madame Lefebvre, la propriétaire du marché, fut la seule à lui adresser la parole sans hésitation. Vieille dame au maintien rigide et au regard attentif, elle scruta Claire avec soin, avant de murmurer que l'hôtel particulier était resté fermé trop longtemps. Aucune condoléance ne fut présentée pour la mort d'Étienne, juste une remarque sèche sur le fait que certaines maisons conservent des choses que le temps ne peut effacer. Claire comprit que cette déclaration n'était pas accidentelle. De retour chez lui, il décida d'explorer des zones qui lui avaient toujours été interdites. L'ancien bureau révéla bien plus que de simples documents. Des plans de la propriété jonchés de marques étranges, des archives financières fragmentées et des photographies déchirées, presque toujours avec des parties du paysage soigneusement préservées, tandis que les personnes avaient été effacées. Le même schéma se répétait. La maison était toujours là. Les habitants, eux, avaient disparu. Parmi les documents, il découvrit des références récurrentes à un nom rarement mentionné dans la famille, Lucien Moreau. Aucune explication claire sur son identité, seulement des allusions indirectes. Un héritier absent, une erreur corrigée, une affaire classée. La dernière mention de son nom remontait à 1987, suivie d'un silence complet. Claire se souvenait vaguement de ce nom, associé à des disputes chuchotées et à des portes qui claquaient. Lucien avait été son oncle. Et d'après ce qu'on lui avait raconté dans son enfance, quelqu'un parti pour ne jamais revenir. La structure du manoir commençait elle aussi à révéler ses particularités. Des couloirs non prévus dans les plans d'origine, des murs plus épais à certains endroits et un escalier de service descendant partiellement vers le sous-sol avant d'être interrompu par une cloison. Rien ne semblait être le fruit de l'improvisation. Tout témoignait d'une planification minutieuse conçue pour durer. L'antagonisme dans cette histoire ne se manifestait pas chez une personne en particulier, mais dans l'héritage familial lui-même. Le poids des décisions prises par des générations de Moreau pesait silencieusement sur Claire, imprégnant chaque recoin de la maison. L'antagoniste était ce pacte tacite auquel tous avaient obéi et qui désormais s'abattait sur elle. Dans l'après-midi, un visiteur inattendu se présenta au portail. Julien Armand, employé de la mairie chargé des archives locales. Sa visite n'était pas officielle, mais elle ne semblait pas anodine non plus. Il affirma mettre à jour les dossiers historiques et évoqua le manoir avec prudence, demandant à Claire si elle comptait le vendre. Au cours de la conversation, Julien a révélé des détails importants. Il a expliqué qu'au fil des ans, la famille Moreau avait refusé toute tentative d'inspection officielle. Il a cité des témoignages d'ouvriers ayant abandonné les travaux sans explication, de documents égarés et de plaintes classées sans suite.
Tout se terminait invariablement de la même manière, le silence de l'administration. Le plus troublant est arrivé à la fin. Julien a mentionné qu'il y a des décennies, une disparition avait été liée à cette propriété. Rien de prouvé, rien d'officiel. Juste des rumeurs persistantes, transmises de génération en génération dans le village. Quand il partit, Claire eut l'impression que la maison se refermait encore davantage sur elle-même. Chaque mur, chaque porte semblait avoir une intention claire, contenir, non pas protéger, mais dissimuler. Cette nuit-là, de nouveau seule, Claire descendit le couloir menant au sous-sol. La porte restait close, la serrure intacte depuis la veille. Une odeur persistante flottait dans l'air, comme si quelque chose respirait lentement là-dessous. Elle remarqua des marques presque imperceptibles sur le sol, de vieilles éraflures, alignées, comme si un objet lourd avait été traîné à maintes reprises au fil des ans. L'histoire de la famille Moreau n'est pas seulement faite d'omissions. Elle repose sur des adaptations constantes, des modifications architecturales et des choix calculés pour s'assurer que certaines vérités ne soient jamais révélées. Claire comprit alors que découvrir ce qui était caché dans le manoir signifierait affronter non seulement le passé de la famille, mais aussi le rôle que chacun d'eux avait accepté de jouer pour le maintenir enfoui. Et, pour la première fois, elle commença à soupçonner que le pacte n'avait pas été conclu uniquement par peur, mais par commodité. Le premier signe que le manoir n'était pas qu'un simple dépôt de secrets apparut lors de la 3e nuit de Claire sur les lieux. Ce ne fut ni un bruit soudain, ni un événement spectaculaire, mais quelque chose de plus troublant. La nette impression que certains espaces de la maison semblaient changer de fonction selon le moment de la journée. Des portes restées closes le jour s'entr'ouvraient la nuit. L'air paraissait plus lourd dans le couloir du sous-sol, comme si la maison elle-même attirait les mouvements vers cet endroit. Claire passa la journée à tenter de maintenir une routine normale. Elle rangea des cartons, tria des documents et prit contact avec un agent immobilier à Dijon. Vendre le manoir semblait la décision la plus rationnelle. Pourtant, chaque tentative pour faire avancer ce projet était contrariée par un élément concret. Des dossiers incomplets, d'anciennes restrictions légales, d'étranges clauses testamentaires exigeant des visites familiales avant tout transfert de propriété. Rien ne permettait d'en tirer une conclusion simple. En triant les papiers de son père, Claire découvrit un carnet à la couverture sombre, dissimulé au fond d'un faux tiroir de son bureau. Ce n'était pas un journal intime ordinaire. Les entrées étaient rares, techniques, presque administratives, des dates, des heures, des mesures, des allusions constantes au sous-sol, mais sans description précise. Sur plusieurs pages, le même avertissement apparaissait avec insistance. Ne jamais autoriser de témoins. Le conflit s'intensifia lorsque Claire décida de s'en prendre au village. Elle retourna à la mairie pour demander l'accès aux archives, mais se heurta à une résistance immédiate. Les fonctionnaires éludèrent la question, prétextant des pertes et des rénovations dans les archives. Julien Armand, visiblement mal à l'aise, lui suggéra de laisser le passé tranquille, non pas comme un conseil amical, mais comme quelqu'un répétant un ordre trop ancien pour être remis en question. En sortant, Claire remarqua un détail troublant. Un ancien plan du manoir était exposé dans une vitrine. Contrairement à celui qu'elle avait trouvé chez elle, celui-ci montrait une extension souterraine plus vaste, avec des compartiments absents des archives modernes. Lorsqu'il s'enquit de cette différence, on lui répondit qu'il s'agissait d'une erreur de catalogage. Claire savait que ce n'était pas ça. L'antagonisme s'est alors cristallisé. Il ne s'agissait plus seulement de l'héritage de la famille Moreau, mais d'un réseau silencieux de complicité locale. Le conflit principal, initialement interne, a pris une dimension externe. Certains avaient intérêt à ce que le secret reste enfoui, sans se soucier des conséquences pour autrui. De retour au manoir, Claire constata des signes évidents d'effraction. Rien n'avait été volé, mais des objets avaient été déplacés. Le carnet n'était plus à sa place. La porte du bureau portait des marques récentes d'effraction contenues. Il n'y avait aucun doute. Quelqu'un était entré pendant son absence. Le premier réflexe fut d'appeler la police.
Leur visite fut brève et infructueuse. Les agents conclurent à un malentendu, suggérant que les changements d'attitude de Claire pouvaient s'expliquer par ses propres mouvements. L'un d'eux, un agent plus âgé, jeta un long regard vers la porte du sous-sol avant de partir, comme s'il avait perçu quelque chose qu'il préférait ne pas évoquer. La tension monta lorsque Claire commença à entendre des bruits de pas provenant du sous-sol, au petit matin. Ils n'étaient ni constants ni réguliers, juste assez pour rompre le silence et l'inciter à la vigilance. Alors qu'elle descendait partiellement l'escalier, elle remarqua que la température chuta brusquement et que l'odeur s'intensifiait, mêlée à une note métallique. Elle n'a trouvé personne, mais elle a trouvé des marques récentes sur le sol en pierre. Le conflit prit une tournure inattendue lorsque Claire décida de contacter un journaliste d'investigation lyonnais, réputé pour ses révélations sur les irrégularités administratives dans les petites villes. Elle lui envoya des copies des documents et des photos des anciens plans. La réponse fut immédiate. Il refusa de prendre l'affaire en considération, invoquant des risques juridiques et faisant vaguement allusion à d'anciens procès impliquant la famille Moreau, jamais rendus publics. Quelqu'un protégeait cette histoire depuis des décennies. Cette même nuit, Claire s'aperçut que la clé du sous-sol n'était plus là où elle l'avait laissée. Son absence était plus troublante que n'importe quel bruit. Elle signifiait une intention, un projet et un message clair. Elle n'était pas seule à avoir pris cette décision. Le conflit principal se cristallisa à cet endroit. Claire devait choisir entre se replier sur elle-même et accepter le pacte tacite qui avait fait vivre sa famille depuis des générations, ou aller de l'avant et révéler un secret qui impliquait manifestement bien plus de personnes qu'elle ne l'avait imaginé. Désormais, chaque action entraînait une réaction immédiate, comme si la maison et le village réagissaient de concert. Tard dans la nuit, assise dans le couloir sombre, Claire regarda l'horloge à coucou arrêtée à 2h17 du matin. Pour la première fois depuis son retour, l'aiguille sembla bouger, imperceptiblement, avant de revenir à sa position initiale. Le manoir ne se contentait pas de préserver le passé. Je faisais pression pour que cela se répète, ou que cela soit enfin révélé. La tension qui régnait dans le manoir commença à se manifester de façon plus subtile, mais aussi plus dangereuse. Claire comprit que le conflit principal n'était pas isolé. Il se ramifiait en de petites histoires parallèles, toutes convergeant vers un même point, la cave et le pacte tacite qui maintenaient la famille Moreau en vie. L'une de ces intrigues secondaires a émergé d'une ancienne correspondance découverte dans un compartiment caché derrière la bibliothèque du bureau. Les lettres, jaunies par le temps, étaient échangées entre Étienne Moreau et un avocat parisien spécialisé dans les successions complexes. Le ton était froid, presque bureaucratique, mais le contenu révélait quelque chose de plus profond. Des clauses destinées non pas au partage des biens, mais à la limitation des risques. On y trouvait des allusions indirectes à la maintien de l'espace, à la continuité du silence et à la responsabilité successorale. Claire comprit que le pacte n'était pas seulement moral, il était aussi légal. Une autre intrigue se développa en dehors de la maison, dans la relation entre Claire et Julien Armand. Après leur rencontre à la mairie, Julien commença à fréquenter la route près de la propriété plus régulièrement que ne l'exigeait un fonctionnaire. Lors d'une de ces rencontres fortuites, il finit par avouer que sa famille vivait à Saint-Aubin depuis des générations et que son grand-père avait participé à des travaux de rénovation de la maison dans les années 1970. D'après Julien, les ouvriers étaient toujours recrutés hors du village et aucun ne restait longtemps. Son grand-père faisait exception. Il n'était appelé que pour superviser, jamais pour travailler. Il recevait une rémunération supérieure à la moyenne et une seule consigne claire, ne jamais poser de questions sur la résistance. Cette révélation n'apporta pas de réponse directe, mais elle confirma l'existence d'un ancien réseau de collaboration silencieuse. Parallèlement, une troisième intrigue se dessinait au sein même de la maison. Claire commença à se rendre compte que certains objets n'appartenaient pas à l'époque où son père y avait vécu. Des outils modernes, d'anciens emballages industriels et des vestiges de matériel médical
étaient dissimulés dans des armoires scellées. Il ne s'agissait pas simplement d'un secret enfoui dans un passé lointain, quelque chose avait été conservé ou manipulé pendant des décennies, avec des adaptations constantes. La pression du temps s'intensifia lorsque Claire reçut une notification officielle de la mairie. On y affirmait qu'une inspection structurelle du manoir était nécessaire et prévue 5 jours plus tard. Le ton du document était administratif, mais l'urgence qui s'en dégageait contrastait fortement avec la bureaucratie habituelle du village. Il était clair que quelqu'un cherchait à contrôler la situation avant que Claire ne puisse agir seule. Cette inspection a fixé une date butoir. Si des activités illégales se déroulaient en secret, et tout laissait penser le contraire, la visite officielle pouvait soit révéler les preuves, soit les dissimuler définitivement. Cette intrigue bureaucratique, directement liée au conflit principal, rendait la décision urgente. Entre-temps, Claire commença à avoir des trous de mémoire inexplicables. Il ne s'agissait pas de perte de mémoire complète, mais plutôt d'intenses sensations de familiarité à l'approche de la porte du sous-sol. Des gestes automatiques, comme si elle avait touché cette poignée d'innombrables fois. Ces épisodes suggéraient une 4e strate narrative, la possibilité que sa propre enfance ait été plus proche du secret qu'elle ne s'en souvenait. Rien de tout cela n'a été considéré comme une réflexion approfondie. Les indices ont émergé par les actions, documents manipulés, réunions interrompues, décisions prises sous la pression du temps. Chaque intrigue secondaire resserrait l'étau, réduisant les options de Claire sans qu'elle s'en rende immédiatement compte. La veille de la date limite de l'inspection officielle, Claire fit une découverte qui reliait tous ces éléments narratifs. Au fond du sous-sol, après avoir enfin réussi à ouvrir la porte et à descendre juste assez pour observer, elle aperçut sur les murs de pierre des marques sans lien avec la structure. Il s'agissait d'inscriptions effacées et répétées comme des traces laissées au fil du temps puis grattées, date, initiale, et, parmi elles, le nom Lucien. Les intrigues familiales, juridiques, administratives et psychologiques s'y sont rejointes. Il ne s'agissait pas seulement de dissimuler un événement isolé, mais de maintenir un système fonctionnel et adaptable, fondé sur le silence, les avantages mutuels et les omissions délibérées. Claire referma soigneusement la porte du sous-sol, consciente que chaque niveau dévoilé réduisait son espace de repli. Les intrigues secondaires n'allongeaient plus le récit. Désormais, elles le comprimaient, le poussant inexorablement vers un point de rupture. Le manoir n'autorisait plus la neutralité. Le tournant ne s'est pas produit de manière explosive. Il n'y a eu ni cri, ni course-poursuite, ni confrontation directe. Il est survenu comme toujours dans cette famille, méthodiquement, inévitablement et silencieusement. Aux premières heures du 4e jour, Claire s'éveilla avant l'aube, avec l'impression très nette que quelqu'un était entré dans la pièce. Rien n'avait été touché. La porte était toujours verrouillée. Pourtant, l'atmosphère était différente, trop lourde pour être ignorée. Assise dans son lit, elle remarqua un détail qui changea complètement sa perception de la maison. Sur la commode se trouvait clé du sous-sol. Elle était certaine de l'avoir cachée au fond d'une boîte à outils dans la vieille dépendance. Personne n'était censé savoir où elle se trouvait. Ce n'était pas une menace directe, mais une permission forcée. Claire descendit l'escalier sans allumer la lumière. L'horloge comtoise affichait de nouveau 2h17. Cette fois, cependant, le mécanisme se mit en marche dès qu'elle passa devant. Un tic-tac résonna dans le couloir, suivi d'un silence absolu. La porte du sous-sol s'ouvrit sans résistance. En descendant complètement pour la première fois, Claire réalisa que le sous-sol était plus vaste que ne le laissaient supposer les plans. Il ne s'agissait pas d'un simple espace de rangement, mais d'un ensemble de compartiments interconnectés, construits en plusieurs étapes. Les anciens murs de pierre avaient laissé place à des cloisons en béton armé, témoignant de rénovations effectuées des décennies après la construction d'origine. L'odeur métallique était plus forte en bas. Ce n'était pas de la rouille ordinaire. Dans l'un des compartiments, Claire découvrit une table en acier fixée au sol.
Autour, de profondes marques dans le sol indiquaient un usage de confinement et non domestique. Sur des étagères de fortune, des boîtes ne portaient que des dates, aucune description, aucun nom. Le contenu avait disparu, mais l'organisation était restée intacte, comme si quelqu'un s'était davantage soucié d'effacer les traces que de détruire les preuves. Le véritable tournant s'est produit lorsque Claire a ouvert un placard étroit, encastré dans le mur le plus récent du sous-sol. À l'intérieur, elle a trouvé un dossier en plastique scellé, protégé par plusieurs couches d'isolant thermique. Le document était étonnamment bien conservé. Les documents appartenaient à Lucien Moreau, rapports médicaux, évaluations psychologiques, formulaire de consentement signé par Étienne et d'autres membres de la famille. Tout indiquait que Lucien n'était pas parti. Il avait été maintenu là sous prétexte de traitement, d'isolement et de contrôle. Les descriptions ne mentionnaient aucune maladie courante, mais plutôt un comportement jugé incompatible avec la préservation de la réputation de la famille. Lucien n'était pas l'erreur. C'était la variable qu'ils ont refusé d'inclure. Le plus grand choc fut lorsqu'il réalisa que les rapports ne s'étaient pas arrêtés dans les années 1980. Des mises à jour sporadiques et espacées laissaient supposer un maintien prolongé du lieu et du secret. La dernière entrée remontait à quelques années avant la mort d'Étienne. Lucien avait survécu plus longtemps que Claire ne l'avait imaginé. Peut-être même plus longtemps que quiconque ne l'admettrait. Au fond du compartiment, une porte plus petite attira son attention. Contrairement aux autres, elle ne figurait sur aucun plan. Elle était verrouillée de l'intérieur. Claire n'essaya pas de l'ouvrir. Ce n'était pas nécessaire. Les marques répétées et alignées sur le sol indiquaient que quelqu'un y avait été retenu prisonnier pendant de longues périodes, ses mouvements étant contrôlés. Le tournant n'a pas seulement été la découverte de ce qu'ils avaient fait. C'était la compréhension de pourquoi. La famille Moreau n'a pas dissimulé un crime impulsif. Elle appliquait un système de correction, une méthode discrète pour éliminer tout ce qui menaçait l'équilibre social, l'image publique et les intérêts communs du village. Lucien n'était que le cas le plus documenté, pas nécessairement le seul. De retour au rez-de-chaussée, Claire trouva Julien Armand assis dans la pièce principale. Il ne se leva pas en la voyant. Il se contenta d'observer, comme quelqu'un attendant la fin d'un processus inéluctable. Julien a admis que l'inspection prévue n'était pas censée révéler quoi que ce soit. Elle était censée fermer définitivement. Que restait-il des archives matérielles? La mairie ne voulait pas de scandale. Le village ne voulait pas se replonger dans le passé. Et Claire, dernière Moreau, n'avait que deux options, se soumettre au silence ou devenir partie intégrante du problème. Le pacte fut finalement présenté explicitement. Claire ne répondit pas immédiatement. Le point de bascule était atteint. Il n'y avait plus ni doute, ni soupçon, ni zone d'ombre. Le secret du manoir n'était pas un accident de l'histoire, mais un choix collectif, perpétué de génération en génération. Et maintenant, pour la première fois, un membre de la famille n'acceptait pas automatiquement le rôle qui lui avait été assigné. L'horloge s'est remise à fonctionner parfaitement lorsque Julien est parti. Et Claire comprit qu'à partir de ce moment, chaque décision qu'elle prendrait changerait le cours de cette histoire, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui avaient profité du silence. Après le départ de Julien Armand, le manoir fut plongé dans un silence inédit. Ce n'était plus un silence de retenue, mais un silence d'attente, comme si la maison, le village et le passé attendaient la réponse de Claire avant de poursuivre leur chemin. La première conséquence fut concrète. Le lendemain matin, Claire constata que le portail principal était déverrouillé, alors qu'elle était certaine de l'avoir verrouillé la veille. Aucun signe d'effraction, juste un accès facilité. Le message était clair, elle était surveillée et ses choix n'étaient plus privés. Claire a agi avec diligence. Sans paniquer, elle a rassemblé tous les documents trouvés à la cave, photographié chaque compartiment et réalisé des copies numériques stockées hors site. Il ne s'agissait plus d'enquêter, mais de préserver les preuves avant qu'elles ne disparaissent. La décision, encore inexprimée, commençait à se concrétiser. La réaction extérieure fut immédiate.
L'inspection officielle fut avancée de 2 jours, sans explication formelle. Des camions de la mairie patrouillaient sur la route principale, ralentissant à l'approche de la demeure. Aucun ne s'arrêtait. C'était une démonstration de présence, non une simple formalité. Julien tenta de la recontacter. Des messages courts et ambigus, oscillant entre inquiétude et avertissement. Claire ne répondit pas. Le conflit se manifestait désormais par des pressions institutionnelles et non plus par une confrontation directe. Intérieurement, Claire commença à réagir différemment à cet espace. La peur initiale laissa place à une lucidité troublante. Certains souvenirs refirent surface. Des voix étouffées derrière des portes closes, l'interdiction formelle de se déplacer dans la maison la nuit, l'absence soudaine de personnes dont l'existence n'avait jamais été expliquée. Il ne s'agissait pas de révélations émotionnelles profondes, mais de fragments suffisants pour confirmer que le pacte avait toujours été plus étroit qu'elle ne l'avait admis. La conséquence psychologique la plus marquante fut la destruction définitive de l'image paternelle. Étienne n'était plus seulement un homme rigide et distant, mais l'exécuteur silencieux d'un système injustifiable. Ce changement ne provoqua pas un deuil prolongé, mais une urgence glaciale. Si le pacte perdurait, la responsabilité lui incomberait également. La réaction du village se manifesta dans les moindres détails. Les commerçants commencèrent à fermer plus tôt. Ceux qui auparavant détournaient le regard observaient désormais Claire avec une attention soutenue. Il n'y avait pas d'hostilité manifeste, seulement une vigilance collective. Le secret n'appartenait plus seulement à la famille Moreau, c'était un accord social tacite entretenu par la crainte d'une violation. À l'intérieur du manoir, les conséquences matérielles commencèrent à se manifester. Les portes intérieures étaient verrouillées de l'extérieur la nuit. Pas toutes, cependant. Seulement celles qui donnaient un accès direct au bureau et à l'escalier du sous-sol. Quelqu'un essayait de restreindre leur déplacement sans provoquer de confrontation. Claire réagit de la même manière en silence. Elle alternait les périodes de sommeil et de repos, laissait des lumières allumées à des endroits stratégiques et resta éveillée jusqu'aux premières heures de la seconde nuit suivant la découverte. Il n'y avait pas eu d'effraction, seulement la confirmation que la maison servait d'instrument de pression psychologique. L'aboutissement de cette étape fut la réception par Claire d'une notification informelle, non enregistrée officiellement, l'avertissant que toute divulgation non autorisée de documents relatifs à la propriété pourrait entraîner des poursuites judiciaires pour atteinte à la vie privée familiale et au patrimoine historique. Le texte ne mentionnait aucun crime, seulement une protection institutionnelle. Le message n'avait pas pour but de l'empêcher légalement d'agir, mais de l'isoler. La réaction de Claire à ce moment précis a marqué le passage à la phase suivante de l'histoire. Elle n'a pas détruit les preuves, elle n'a pas confronté la mairie, elle n'a pas quitté le manoir, elle a décidé de rester. Dans ce contexte, rester était un acte de résistance. Chaque jour passé sur place diminuait le risque d'être effacé. Chaque nuit fragilisait le pacte. Le système avait été conçu pour fonctionner dans un silence absolu, et non sous surveillance active. À la fin de la journée, Claire s'assit sur la première marche de l'escalier menant au sous-sol, fixant la porte close. Elle n'éprouvait plus aucune crainte de ce qui se trouvait en bas. Il ne lui restait que la certitude que le secret perdurait uniquement parce que personne n'avait osé briser le cycle. Les conséquences étaient évidentes. Les réactions l'étaient tout autant. La prochaine étape ne consisterait pas à découvrir de nouvelles vérités, mais à prendre une décision. Comme quand pour les démasquer. Et qui d'autre serait entraîné dans cette spirale infernale? La décision de rester au manoir marqua un changement concret dans le comportement de Claire. Il n'y eut pas de moment symbolique explicite, pas de déclaration solennelle. La transformation s'opéra progressivement, visible dans les choix pratiques qu'elle commença à faire dès ce jour. Claire commença par réorganiser l'espace. Elle retira les draps qui recouvraient les meubles, ouvrit des fenêtres restées closes pendant des décennies et redonna vie à des pièces longtemps reléguées à l'écart du quotidien familial. Ce n'était pas un geste de confort, mais d'appropriation. Le manoir cessa d'être un lieu clos
et devint un espace vivant, observé, exposé à la lumière et au temps. Le premier obstacle est apparu lorsque l'inspection officielle a été reportée une nouvelle fois, cette fois au lendemain matin. L'attente ne laissait aucune place à la préparation. Claire a réagi avec détermination. Elle a transmis une partie des preuves à un contact extérieur de confiance, un ancien collègue de l'université qui travaillait dans l'archivage numérique indépendant. Elle n'a pas expliqué le contenu des documents. Elle l'a simplement assuré que, s'il lui arrivait quelque chose, les fichiers seraient automatiquement rendus publics. Ce geste représentait bien plus qu'une simple précaution. Il s'agissait d'une rupture de l'isolement imposé par le pacte. Intérieurement, Claire commença à reconnaître en elle de vieux schémas. La tendance à éviter les conflits, à accepter des explications incomplètes, à respecter les silences gênants. Ces comportements ne disparurent pas immédiatement, mais commencèrent à se heurter à des attitudes opposées. Lorsque Julien se présenta à l'improviste, elle ne l'évita pas. Elle le reçut dans la pièce principale, en pleine lumière, refusant toute conversation d'un ton réservé. Julien tenta de masquer la tension par des arguments administratifs, évoquant la préservation du patrimoine et la responsabilité collective. Claire interrompit son discours en présentant des documents précis, mentionnant date, nom et signature. Il n'y eut pas de confrontation verbale intense. Juste la prise de conscience silencieuse qu'elle détenait des informations qui n'auraient jamais dû quitter la cave. La réaction de Julien fut mesurée, mais révélatrice. Il laissa clairement entendre qu'il était impuissant à empêcher une plus grande exposition. Son rôle avait toujours été celui d'un intermédiaire, et non d'un décideur. Cet aveu changea la donne. Il n'y avait plus de figure centrale à vaincre, mais un système diffus qui dépendait de la passivité des autres pour fonctionner. Un autre défi se présenta sous la forme de souvenirs plus précis. Claire se souvint enfin d'une nuit particulière de son enfance où, sans explication, on l'avait réveillée et emmenée dans la chambre d'amis. Elle se rappela un homme grand et mince, observé de loin, conduit dans le couloir, sous étroite surveillance. Ce souvenir ne ressentait aucune peur, seulement de l'étrangeté et une obéissance imposée. Ce souvenir n'a pas provoqué de crise émotionnelle, il a suscité la compréhension. Claire n'avait pas été une simple spectatrice. Dès son plus jeune âge, elle avait été conditionnée à normaliser l'anormal. Sa croissance personnelle s'est manifestée par le refus conscient de cet apprentissage. Claire commença à errer la nuit dans le manoir, sans éviter ni couloir ni porte. Elle redescendit au sous-sol, cette fois sans hésitation, observant l'espace comme une preuve concrète, non comme une menace. Elle ne chercha pas à ouvrir la porte intérieure verrouillée. Elle n'en avait pas besoin. L'important n'était plus la découverte, mais la résistance à la tentative d'effacement. L'inspection s'est déroulée comme prévu. Les techniciens ont visité le rez-de-chaussée, le premier étage et les espaces extérieurs. Au sous-sol, ils se sont limités aux parties les plus anciennes, évitant délibérément les constructions plus récentes. Claire n'est pas intervenue. Elle s'est contentée d'observer, notant silencieusement chaque omission. Au final, le rapport préliminaire indiquait une structure stable, sans irrégularité apparente. Ce document n'a pas surpris Claire. La croissance résidait dans le fait de ne plus dépendre d'une validation institutionnelle pour agir. La véritable avancée survint après le départ des inspecteurs. Claire envoya un bref message à son contact extérieur pour confirmer l'intégrité des dossiers et autoriser la prochaine étape du plan, sans donner plus de détails. Cette décision n'était pas impulsive. Elle était le fruit d'une évolution graduelle, d'une curiosité refoulée à une résistance consciente. Claire comprit que son triomphe ne résidait pas dans la confrontation physique avec le système, mais dans la suppression de son élément essentiel, le silence volontaire. Chaque pas en avant diminuait le pouvoir du pacte. Au terme de la journée, assise dans le jardin du manoir, Claire contempla la demeure sous un jour nouveau. Elle ne lui paraissait ni plus petite ni moins oppressante. Elle semblait exposée, vulnérable au temps, aux hommes et à la vérité. La croissance n'a pas été triomphante. C'était irréversible.
La divulgation partielle des preuves n'eut pas d'impact immédiat sur le village, mais elle en modifia le rythme. Le système qui maintenait le silence s'accéléra, tel un mécanisme ancien poussé à l'extrême pour éviter l'effondrement. Claire le perçut dans les détails concrets, non pas à travers les annonces publiques. Le lendemain de l'inspection, la demeure reçut une notification officielle de fermeture temporaire pour travaux de sécurité. Le document, vague et signé par un service régional, imposait un délai très court pour libérer les lieux. Il ne mentionnait aucune irrégularité particulière, se contentant de créer un sentiment d'urgence. Claire n'a pas protesté officiellement. Elle savait que cette manœuvre n'était pas une correction, mais un déplacement. La stratégie était simple, libérer l'espace avant toute vérification indépendante. Se préparer au point culminant impliquait de ne pas réagir comme prévu. Elle commença à n'emporter que l'essentiel, laissant meubles et effets personnels sur place. Ce geste était significatif. Elle ne fuyait pas, elle se réinstallait simplement. Parallèlement, elle activa le second niveau de protection de ses fichiers numériques, programmant leur libération automatique si le contact externe cessait de recevoir les confirmations périodiques. La pression extérieure s'intensifiait. Des véhicules inconnus commençaient à se garer près de la voie d'accès. Aucun ne s'approchait directement du manoir. La surveillance était indirecte, institutionnalisée. Claire notait les plaques d'immatriculation, les heures et les habitudes, transformant ainsi l'observation en contrôle. Une ultime tentative de négociation fut menée par un avocat se présentant comme le représentant des intérêts historiques de la région. Il proposa une solution élégante, transformer le manoir en site patrimonial fermé, sous gestion régionale, avec une généreuse compensation financière pour Claire. L'accord comportait une clause de confidentialité irrévocable. Claire écouta sans interrompre. Elle refusa sans explication. La préparation du dénouement ne consistait plus à rassembler des preuves, mais à choisir stratégiquement le moment opportun. Claire décida qu'elle ne serait pas la première à parler publiquement. Le système devait se démasquer. À la veille de la date limite de fermeture, Claire retourna une dernière fois au sous-sol. Non pour explorer, mais pour confirmer un point essentiel. Elle observa les constructions récentes, les marques au sol, les compartiments délavés. Elle prit de nouveau des photos, attentives aux détails, témoignant d'une utilisation prolongée et d'adaptation constante. Son but n'était pas de choquer, mais de constater la cohérence des faits. En montant à l'étage, il trouva la porte du manoir ouverte. Julien Armand se trouvait dans le salon, visiblement épuisé. Il ne fit aucune menace, ni proposition. Il l'informa simplement que la décision avait déjà été prise au niveau supérieur. Le sous-sol serait définitivement condamné en raison de risques structurels. Aucune autre investigation ne serait menée. Julien n'a pas demandé d'aide. Il a demandé de la compréhension. Claire ne répondit pas. Il lui tendit une copie d'une partie des documents et se contenta de dire qu'il ne s'agissait pas d'une accusation personnelle, mais d'un rapport. Julien s'en alla, accablé par le poids de ce qu'il ne pouvait plus ignorer. La tension est montée d'un cran lorsque Claire a reçu confirmation de son contact extérieur. Une demande officielle d'un consortium international de journalisme d'investigation réclamant un accès complet aux documents. Quelqu'un, ailleurs dans la chaîne, avait repéré le schéma et pris des mesures. Le temps s'est comprimé. Claire avait programmé la publication intégrale des dossiers pour le lendemain matin, en même temps que le début officiel du confinement. Le point culminant ne serait pas une confrontation physique dans le manoir, mais un affrontement entre la version officielle et les preuves documentées. Lors de sa dernière nuit au manoir, Claire ne dormit pas. Elle arpenta les couloirs, effleura les murs, observa la maison sans crainte ni nostalgie. L'espace avait cessé d'être une prison symbolique. Il était devenu une preuve tangible. Lorsque l'horloge à pendule sonna 2h17 pour la dernière fois, Claire l'éteignit délibérément. L'heure du pacte ne serait plus l'heure de vérité. Les préparatifs étaient terminés.
Le point culminant n'a pas commencé dans le manoir, mais à l'extérieur, à 6 heures du matin, heure précise à laquelle l'interdiction officielle devait entrer en vigueur. Les documents que Claire avait prévu de diffuser ont commencé à être publiés. Non pas sous forme de fuite chaotique, mais sous forme de dossiers structurés, accompagnés d'un contexte historique, de plans comparatifs, de documents juridiques et de preuves photographiques du sous-sol. Ces documents sont parvenus simultanément à 3 rédactions internationales et à 2 organisations indépendantes de défense des droits humains. La réaction fut immédiate et impossible à contenir. Avant même que les représentants de la ville n'aient franchi le portail de la résidence, les journalistes réclamaient déjà des déclarations officielles. Face à la cohérence des éléments présentés, le terme « erreur administrative » est devenu intenable. Le récit local, construit au fil des décennies, s'est effondré en quelques heures. Dans le manoir, Claire attendait, assise dans la pièce principale. Elle ne ressentait aucune anxiété. La confrontation physique n'avait jamais été le but. Le point culminant s'est manifesté par un renversement de pouvoir. Le silence, qui avait auparavant protégé le système, le dévoilait désormais. Des véhicules officiels sont arrivés, escortés par des voitures de police. Cette fois, non pas pour minimiser les incidents, mais pour garantir la préservation du site. Le changement d'attitude était manifeste. Les techniciens qui auparavant évitèrent le sous-sol attendaient désormais l'autorisation judiciaire pour y accéder pleinement. Le tournant s'est produit avec l'ouverture de la porte intérieure du sous-sol, celle que Claire n'avait jamais ouverte auparavant. En pénétrant dans le compartiment, l'équipe découvrit un dispositif scellé de façon improvisée, non pas pour des raisons de sécurité structurelle, mais d'isolement. À l'intérieur, des traces indéniables d'un confinement prolongé étaient visibles, marques de confinement, installations sanitaires rudimentaires et documents attestant d'une utilisation bien postérieure à celle reconnue par tout document officiel. Le rebondissement ne résidait pas dans la découverte elle-même, mais dans le nom qui est apparu lors d'un premier examen des dossiers médicaux joints. Lucien Moreau n'était pas le dernier. Il y avait au moins 2 autres noms, associés à différentes périodes, toutes 2 classées comme cas familiaux sensibles, avec une autorisation institutionnelle indirecte pour un confinement non documenté. La révélation a déplacé l'attention de l'affaire d'un scandale isolé à un mécanisme systématique exclusion. La transformation de l'héroïne devint alors manifeste. Claire ne se replia pas sur elle-même, ne céda pas à la pression émotionnelle, ne chercha pas à contrôler le récit. Elle demeura un témoin actif, répondant uniquement à ce qu'on lui demandait, sans dramatisation. La jeune fille, dressée à obéir, laissa place à une personne capable de défendre la vérité sans avoir à demander la permission. Julien Armand fut convoqué le matin même pour s'expliquer, non pas comme le principal coupable, mais comme un intermédiaire. Son expression en quittant l'hôtel de ville n'était pas celle d'une culpabilité théâtrale, mais celle de quelqu'un confronté à sa propre lâcheté institutionnalisée. La situation atteignit son point culminant lorsque les autorités régionales suspendirent toutes les procédures de fermeture et annoncèrent une enquête externe indépendante. Le village de Saint-Aubin-sur-Loire devint, malgré lui, un symbole national des pactes tacites dictés par l'opportunisme social. Le manoir, autrefois isolé, était désormais cerné de caméras, d'experts et de journalistes. La maison ne paraissait ni plus petite ni moins menaçante. Elle semblait, enfin, compréhensible. Le dernier rebondissement survint en fin d'après-midi, lorsqu'un des experts découvrit un compartiment non répertorié dissimulé dans le mur le plus ancien du sous-sol. À l'intérieur, un objet simple. Un cahier d'enfant orné de dessins répétitifs de couloirs et de portes, datant de différentes décennies. Les dessins n'appartenaient pas à Lucien. Elles appartenaient à un enfant du village. La conclusion était claire et dévastatrice. Le pacte avait dépassé le cadre de la famille Moreau. Le système de confinement avait été utilisé bien plus largement que ne le laissaient supposer les premières investigations. Claire fixa le carnet en silence. La transformation était complète.
Elle n'était plus seulement l'héritière d'un crime occulté, mais celle qui avait interrompu un cycle qui n'aurait jamais dû exister. Le dénouement ne s'est pas soldé par des applaudissements ni par une justice immédiate. Il a conclu sur une note encore plus troublante. La certitude que la vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être contrôlée. Et le silence qui avait protégé tant de personnes pendant des décennies les condamnait désormais. Dans les jours qui suivirent l'événement, le manoir cessa d'être un simple symbole local pour devenir le symbole de quelque chose de plus vaste, de trop troublant pour être ignoré. Le village de Saint-Aubin-sur-Loire entra dans une sorte de suspension collective. Les rues restèrent les mêmes, les commerces ouvrirent à leurs heures habituelles, mais plus rien ne fonctionnait comme avant. Le pacte tacite était rompu, et avec lui, l'illusion de normalité. L'enquête externe a progressé avec une rapidité inhabituelle. Les autorités régionales ont pris en main l'affaire, écartant les responsables locaux et contestant les décisions administratives qui jusque-là étaient appliquées sans discussion. Le sous-sol du manoir a été entièrement documenté, catalogué et de nouveau scellé, non plus pour dissimuler des preuves, mais pour les préserver. Chaque compartiment a été officiellement mis au jour, sorti de l'ombre. Les conséquences commencèrent à se propager. De vieux dossiers furent rouverts, des noms oubliés refirent surface. Les familles du village se retrouvèrent confrontées à d'anciennes absences, des histoires inachevées, des explications qui semblaient toujours insuffisantes. Il n'y eut pas d'explosion sociale immédiate, mais une lente érosion de la confiance collective. Claire a suivi les événements de loin, en toute discrétion. Elle n'a sollicité aucune interview et n'a pas cherché à se mettre en avant. Son intervention est restée objective, se limitant à fournir des informations et des précisions techniques. Cette attitude a renforcé la crédibilité du dossier. Elle n'était pas là pour raconter une histoire, mais pour la conclure de manière satisfaisante. L'impact personnel était inévitable. Le nom de famille Moreau cessa d'être un simple marqueur social gênant et acquit un véritable poids historique. Claire ne chercha pas à s'en distancer. Elle ne le défendit pas non plus. Elle l'accepta comme une responsabilité qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle avait décidé d'assumer. Le manoir, désormais sous tutelle judiciaire, n'appartenait plus à la famille. La perte matérielle était insignifiante comparée à ce qui avait été retrouvé, la possibilité de reconstituer la mémoire collective. L'espace physique avait cessé d'être un instrument de confinement et était devenu une preuve. Julian Armand a été suspendu de ses fonctions le temps de l'enquête. Son parcours n'a pas été considéré comme celui d'un criminel isolé, mais comme un exemple de la persistance des systèmes par omission quotidienne. Il n'était pas la fin de l'histoire, seulement une conséquence prévisible. À la fin de la semaine, Claire quitta Saint-Aubin-sur-Loire, non pas en fuyant, mais après avoir accompli une étape nécessaire. Le pacte était rompu, le silence était rompu, le reste ne dépendait plus d'elle. Alors que le train s'éloignait du village, Claire regarda par la fenêtre les champs qui avaient toujours entouré le manoir. Le paysage était resté le même. Ce qui avait changé, c'était la façon dont on s'en souviendrait désormais. Cette conclusion n'a apporté ni soulagement immédiat, ni justice complète. Cela a engendré quelque chose d'encore plus rare, l'impossibilité de revenir au silence. Des mois plus tard, le manoir restait fermé, entouré de barrières officielles et de panneaux indiquant qu'une enquête était en cours. Aucune rénovation n'avait commencé. Aucune démolition n'avait été autorisée. Le lieu servait désormais de pièce à conviction et non plus de patrimoine. À Saint-Aubin-sur-Loire, certaines maisons ont commencé à laisser leurs lumières allumées la nuit. D'autres sont restées fermées, comme toujours. Certains noms ont de nouveau été prononcés à voix basse, non plus par peur, mais par une reconnaissance tardive. Claire, loin du village, n'a reçu qu'une dernière information. Le sous-sol serait préservé dans son intégralité à des fins d'analyse historique et judiciaire. Le pacte n'a pas survécu. Il ne restait plus que le souvenir, enfin consigné. Des histoires comme celle-ci ne sont pas là que pour divertir. Elles nous rappellent combien de vérités restent cachées parce que le silence paraît plus commode que la confrontation. Combien de foyers,
combien de familles, combien de communautés perpétuent chaque jour des pactes invisibles. Si cette histoire a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou une gêne, partagez-la, parlez-en. Remettez en question les idées reçues. Le silence ne persiste que tant qu'il est accepté. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place de Claire. Et si vous connaissez des histoires vraies, marquées par des secrets collectifs, elles méritent d'être racontées. Le silence n'est jamais neutre.